Voici le deuxième volet que le dessous des cartes consacre à la recherche de terres agricoles à travers le monde. Dans un premier volet, nous avons vu que ce phénomène était lié à la production d'agrocarburants, à l'augmentation de la population mondiale, à l'augmentation du revenu moyen à travers le monde. Eh bien aujourd'hui, nous allons voir qu'il y a une contradiction très forte entre l'acquisition de certaines terres par des compagnies privées et les besoins alimentaires locaux. Entre 2000 et 2014, voici l'ensemble des pays cibles, comme on dit, c'est-à-dire les pays dans lesquels les terres arables sont acquises selon l'Indmatrix, qui est la base de données la plus fiable sur cette question-là. On repère aussi les 10 principaux pays cibles. Et quand on superpose à cette carte celle de l'insécurité alimentaire, c'est-à-dire les pays où plus de 25% de la population est sous-alimentée, on voit qu'il peut y avoir recoupement, c'est-à-dire que certains pays cibles sont touchés par la malnutrition ou les famines. Et il y a même les pays où l'insécurité alimentaire est très élevée, où plus de 35% de la population est sous-alimentée. C'est en Afrique que se trouvent les pays qui sont à la fois en situation d'insécurité alimentaire et qui pourtant décident de vendre ou de louer leurs terres arables, et ce à grande échelle. Dans ces pays, certains investissements fonciers agricoles étrangers sont exclusivement dédiés à l'exportation ou à des cultures non alimentaires. Eh bien, cela peut entraîner une diminution de la surface consacrée aux cultures vivrières et favoriser une augmentation des prix des produits agricoles sur les marchés locaux. Résultat, l'accès aux denrées est plus difficile pour les populations locales. On a donc des pays précaires sur le plan alimentaire qui pourtant vendent ou louent leurs terres pour exporter les denrées qui manquent à leur population. En outre, cette perte de souveraineté agricole peut conduire à des tensions entre élites possédantes et petits exploitants, voire même à une instabilité politique, avec des projets soutenus par le gouvernement en place, mais contestés par la population. Il y a d'autres risques encore. Allons voir par exemple en Tanzanie. Là, seulement 20% des terres arables sont cultivées. Dans les régions de Kigoma et de Rukwa à l'ouest du pays, la compagnie énergétique américaine Agrisol Energy a acquis plus de 300 000 hectares. Il s'agit d'y cultiver du maïs, du sorgho, du soja, de la canne à sucre, d'élever des volailles et du bétail et de produire de l'éthanol. Or, selon un rapport publié par l'Institut Auckland aux États-Unis, cette transaction aurait en fait conduit au déplacement de plus de 160 000 réfugiés burundais présents sur le territoire tanzanien. Ces réfugiés, qui pratiquaient l'agriculture de subsistance et louaient les terres du gouvernement tanzanien, n'ont été que faiblement dédommagés. On comprend donc qu'il y a risque d'atteinte aux droits d'usage des populations sur les terres, notamment dans les pays africains, où le système de droit coutumier domine. Donc certains investisseurs choisissent volontairement des États où l'application de la norme est faible, ce qui permet les dérives. D'ailleurs, début 2013, le gouvernement tanzanien a réagi en restreignant la taille des terres agricoles pouvant être cédées. Maintenant, allons en Éthiopie pour aborder le risque environnemental. Le gouvernement d'Addis Abeba pratique une politique offensive en matière d'investissement foncier étranger, notamment dans les régions où les ressources en eau sont facilement accessibles et où les droits des populations sont les plus faibles. Dans la région de Gambela, à l'ouest du pays, 32% de la superficie totale de la région est à la disposition des investisseurs étrangers. Et on trouve dans cette région la compagnie saoudienne Star qui exploite 10 000 hectares pour produire du soja. L'Arabie saoudite a une faible disponibilité en eau, donc pour ménager ses propres ressources, elle investit en Éthiopie, pays riche en terres mais aussi en ressources aquifères. On trouve également la compagnie indienne Karutori qui exploite 311 000 hectares pour produire du maïs, du riz, de la canne à sucre et de l'huile de palme. Ces deux investisseurs étrangers construisent des canaux d'irrigation pour pomper massivement l'eau du Nil. Car pour certains investisseurs, ce sont précisément les ressources aquifères et fluviales allant de pair avec les contrats fonciers qui constituent le moteur de leurs investissements. On parle alors d'hydrocolonialisme. Et du fait de ces prélèvements massifs,
Le Nil est un bassin fluvial en danger. L'Éthiopie souffre d'un déficit entre sa demande en eau et les ressources disponibles. Et il y a potentiellement des tensions diplomatiques avec les pays aval, c'est-à-dire le Soudan et l'Égypte. Donc si je résume, on a aggravation de la situation alimentaire dans les pays cibles, des risques de tensions sociales et politiques, des atteintes aux droits des populations sur les terres et les ressources naturelles, et des dommages environnementaux. Donc, ces investissements fonciers internationaux peuvent être des facteurs d'instabilité. Maintenant, pour les pays cibles qui ne disposent pas toujours des moyens nécessaires pour exploiter leurs espaces cultivables, il peut aussi y avoir des bénéfices potentiels. Allons voir maintenant l'exemple du Kenya, où l'action d'une fondation philanthropique montre que culture d'exportation peut rimer avec développement de l'agriculture locale. À 70 km de Nairobi, à Githunguri, sur les plateaux kenyans où les sols sont riches, le réseau Aga Khan pour le développement économique gère une production d'haricots verts extra fins. Cette production repose sur des partenariats avec quelques 60 000 petits exploitants, puis les haricots sont cueillis à la main par 600 travailleurs agricoles et conditionnés à la main en usine par 3 000 ouvriers. Les agriculteurs kenyans bénéficient d'un accès aux technologies et aux semences, à une formation agronomique, ainsi qu'à une assistance technique. Et par contrat, ils doivent consacrer plus de 75% de leurs terres à des cultures destinées au marché local. On a donc création de travail, accroissement de la productivité grâce à l'apport de capitaux, mais aussi d'intrants, c'est-à-dire semences, engrais, produits phytosanitaires. Et puis autre bénéfice potentiel pour les pays cibles, le développement des infrastructures. L'Union africaine estime que les besoins en équipement du continent, hôpitaux, écoles, ports, routes, ponts, s'élèvent à 25 milliards de dollars par an. Et la Chine est bien placée pour y répondre car les leaders mondiaux de la construction et des travaux publics sont désormais chinois. Par exemple, au Congo-Brazzaville, la Chine est impliquée dans les grands travaux de modernisation du pays. Alors justement, est-ce que la Chine investit massivement dans le foncier africain? Selon l'Inmatrix, entre 2000 et 2014, sur un total de 36 millions d'hectares achetés ou loués dans le monde, les acquisitions de la Chine et de Hong Kong n'en représentent que 6,6%. Et elles sont 3 fois moins importantes que celles des États-Unis, qui est le premier investisseur mondial. Donc, contrairement aux idées reçues, la Chine n'investit pas massivement dans le foncier agricole à l'étranger. En outre, sur l'ensemble des hectares achetés ou loués par des investisseurs chinois et hongkongais entre 2000 et 2014, 12,8% se trouvent en Afrique, 21% en Papouasie-Nouvelle-Guinée et surtout 56,8% en Asie du Sud-Est. Les investisseurs fonciers chinois à l'étranger se concentrent majoritairement en Asie du Sud-Est, plus proche géographiquement de la Chine. Donc, autre idée reçue à déconstruire, l'Afrique n'est pas la priorité géographique de la Chine. On ne peut pas résumer les relations entre la Chine et l'Afrique à un pillage des ressources ou à une recolonisation du continent. C'est un cliché qui ne correspond pas à la réalité. D'autant plus qu'à l'avenir, les investissements fonciers chinois en Afrique pourraient contribuer au développement du continent. Le continent africain abrite 15% de la population mondiale et détient 37% des terres agricoles cultivables de la planète. Et la Chine, quant à elle, abrite 19% de la population mondiale et détient 9% des terres agricoles cultivables de la planète. Donc l'Afrique est bien placée pour répondre aux besoins en matières premières d'une Chine qui ne peut pas satisfaire sa demande intérieure en soja, mais aussi dans une moindre mesure en coton, en huile de palme, en produits laitiers, soit des produits essentiels pour son industrie. Et elle va être de plus en plus dépendante de l'extérieur pour ses approvisionnements en matières premières agricoles. Alors la situation est paradoxale. D'un côté, ces investissements fonciers internationaux sont nécessaires pour assurer la sécurité alimentaire mondiale au XXIe siècle. Cela compense le sous-investissement chronique dans le secteur agricole dans certains pays qui disposent de potentiels de terres arables tout à fait importants. Et en même temps, de l'autre, lorsqu'il y a insécurité alimentaire, en fait, il y a fracture totale entre les filières de production
répondant aux besoins alimentaires locaux pour les populations et les filières d'exportation. Ce qui fait que les investisseurs ne se sentent pas concernés, en fait, lorsqu'il y a famine ou même simplement disette dans le pays où ils ont investi. Je vous donne un exemple. Le Sud-Soudan est le troisième pays au monde qui loue le plus et qui vend le plus de terres, et en même temps, il est le premier bénéficiaire du programme alimentaire mondial des Nations Unies. Si vous souhaitez aller plus loin dans ces questions des investissements fonciers internationaux, vous pouvez aller sur le site landmatrix.org qui nous a servi de base de données et qui nous a semblé très fiable. Et puis vous pouvez aller jusqu'en mai 2014 voir l'exposition dans le parc culturel de Rantilly en Seine-et-Marne, Alpha, Beta, Carta, des mots dans les cartes, une exposition de Guillaume Mont-Saint-Jean organisée par l'Ouvroir de cartographie potentielle. Nous vous signalons ce livre intéressant, Une histoire du monde en 12 cartes de Jerry Breton, publié chez Flammarion. Et puis, vous pouvez retrouver toute l'actualité de l'émission sur notre site internet et sur notre page Facebook.